Madame, Monsieur, bonsoir et merci de suivre ce nouveau numéro du débat politique consacré au Parlement panafricain. L'élection des instances dirigeantes du Parlement panafricain, l'Assemblée consultative de l'Union africaine qui regroupe les 55 États du continent, a viré au pugilat le lundi 31 mai en Afrique du Sud. Les députés s'étaient réunis pour procéder à l'élection du bureau, c'est-à-dire du président et 4 vice-présidents. Un désaccord sur l'alternance entre les différentes régions du continent pour la présidence de l'institution s'est fait jour, entraînant invectives et bagarres entre parlementaires diffusées en direct sur les chaînes sud-africaines. Quel est le rôle et le fonctionnement du Parlement panafricain? Qui sont les protagonistes des événements du 31 mai? Et quelle sera l'issue de ce bras de fer diplomatique et stratégique? On en parle avec Aristide Kenda, journaliste éditorialiste. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim et bonjour à tous les téléspectateurs de RT1 à travers le monde. André Silver-Conan, fondateur de l'Ivoire Hebdo et d'AfriqueSoir.net. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Félix Boni, journaliste, chroniqueur et analyste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatim. Assalé Timoko, directeur général de l'Éléphant déchaîné. Bonsoir et merci d'être présent. Merci, bonsoir Fatim. Alors messieurs, dans une première partie, nous allons parler du rôle et du fonctionnement du Parlement panafricain, qui est un des 11 organes de l'Union africaine. Et sa création intervient en 2001 lors de la session extraordinaire, la 5e, des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, aujourd'hui Union africaine. Assalé Timoko, pouvez-vous nous rappeler rapidement ce qu'était l'OUA? Alors, il faut dire que l'OUA, c'était l'Organisation de l'Unité africaine qui a été créée en mai 1963 et dirigée par Kiflo Ojo, le premier secrétaire général de 1903 à 64. Ensuite, il y a eu Diallo Telli de 64 à 72. Et puis enfin, il y a eu d'autres secrétaires généraux. Mais en 2001, il y a eu notre compatriote Essi Amara qui a fait 2001-2002. Et puis en juillet 2002, l'OUA a été dissoute sous la violence des critiques des peuples africains qui estimaient que cette organisation n'était qu'un syndicat de chefs d'État pour défendre leurs propres intérêts et non les intérêts des citoyens africains. Et donc, ça a été dissous en juillet 2002. Il faut dire que l'OUA a été créé dans un contexte particulier. En 1963, c'était dans un cadre de lutte contre l'apartheid et le processus de décolonisation. Et donc, après, dans les années 2000, on a découvert que son rôle était dépassé par l'évolution du monde et il fallait maintenant l'actualiser. Et donc, en juillet 2002, elle a été dissoute et remplacée par l'Union africaine. Mais justement, Aristide Kenda, pour quelles raisons, finalement, l'OUA a basculé vers l'Union africaine? Était-ce nécessaire ou est-ce par mimétisme par rapport à l'Union européenne? On peut parler, Fatim, de mimétisme lorsqu'on sait que les organes et les institutions de l'Union africaine sont inspirés de l'Union européenne. Mais comme a dit Assalé Timoko, l'autre objectif de la création de l'OUA, c'était aussi pour encourager les États qui n'étaient pas encore indépendants à devenir indépendants, dont la Namibie qui devient indépendante en 1990. Mais surtout, on crée l'Union africaine après le sommet extraordinaire de Site en 1999 et en 2002 à Durban. Donc c'est décidé, ça devient l'Union africaine. Mais pourquoi? Parce qu'on change de cap. André Assalé Timoko l'a dit, lorsqu'on crée l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA, c'est justement pour lutter contre la colonisation et les discriminations raciales. Donc le premier acte, c'est l'apartheid. Mais ils se rendent compte plus tard qu'il faut justement une intégration politique, économique, c'est-à-dire faire la promotion de la démocratie, justement parce qu'à partir de 1990, il y a la chute du mur de Berlin, et puis il y a les Vendès qui font qu'il y a les processus démocratiques qui se créent. Il y a donc la promotion des droits humains et le développement de l'Afrique. Et lorsqu'on lance dans l'Union africaine, on s'appuie sur le nouveau départ économique africain qui est le NEPAD, qui est dans ce processus intégrateur des économies africaines. Mais pour poursuivre dans cette lancée, justement, André Silver-Conan, quel est finalement le rôle de l'Union africaine, la peut-être plus célèbre institution continentale? Oui, je vais répondre à votre question, mais auparavant, permettez-moi que je fasse 2-3 éclairages, parce que cette émission a quand même une histoire. La première chose, je dois faire cet éclairage par devoir de vérité vis-à-vis des téléspectateurs de la RTI, mais surtout aussi vis-à-vis des internautes. J'aurais donc suscité ce débat. Je suis ici par humilité. Vous savez, mon ancrage spirituel me porte
beaucoup vers l'humilité, puisque certaines situations font que on verse dans l'orgueil, mais j'ai préféré opter pour l'humilité. Je suis ici surtout par respect pour Fatim Diédié, la modératrice de cette émission, qui est l'une des meilleures internationalistes de la place, et sans vouloir frustrer personne, je dirais sans doute la meilleure internationaliste des médias en Côte d'Ivoire. Je suis ici aussi surtout par respect pour Aristide Kenda, un brillant éditorialiste. Pourquoi est-ce que je cite ces deux personnes? Parce que dans cette même enceinte de la RTI, il y a juste moins d'une semaine, sur ce même thème, nous étions là en train de mener un débat et ce débat n'a jamais été diffusé. Non, laissez-moi finir parce que c'est très important que les téléspectateurs sachent la motivation qui nous impose d'être ici aujourd'hui a une histoire. C'est vraiment important. Laissez-moi finir. Cette émission n'a jamais été diffusée de fait d'intrigues qui m'ont personnellement bouleversé. Des intrigues qui ont dévoilé pour moi, excusez-moi, je suis à la RTI, je vais le dire, la caporalisation de la RTI. Je m'explique. Non, laisse-moi finir. Je m'explique. J'avais été invité pour débattre, c'était bien un débat, ici il n'y a pas de monologue, pour débattre sur ce même sujet avec Aristide Kenda le jeudi dernier, une émission pré-enregistrée qui devrait être diffusée le samedi. Mais en plein enregistrement, Aristide peut le témoigner, la journaliste ici présente a reçu un coup de fil pour interrompre l'enregistrement et au bout du fil, puisque j'étais juste à côté d'elle, j'ai entendu au bout du fil une personne lui demander pourquoi Assaly Timoko n'était pas sur le plateau. Par la suite, lui-même, à travers ses publications, on a bien vu que c'était du fait de son activisme que cette émission n'a pas été diffusée. Et nous en sommes là. Ça m'a personnellement intrigué, d'autant que je me suis dit, mais attendez, si un journaliste, fût-il proche ou non des milieux de pouvoir, arrive à distraire le programme de la grande RTI, alors je me demande... Très honnêtement, je sais que Assaly Timoko va répondre, mais messieurs, juste vous dire qu'après, on va se concentrer, s'il vous plaît, sur le débat. Je vais faire sur le cadrage. Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est autre chose. Je vais faire sur le cadrage et je réponds à votre question parce que pour moi, l'incident est clos. La preuve, c'est que je suis là. Mais vous l'avez interpellé, je pense qu'il va... Non, je vais répondre. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Alors, messieurs... je vais te dire que tu auras beaucoup de mal à te faire passer pour une victime. Messieurs... Et je ne te permets pas de me traiter de journaliste proche du pouvoir. Tu n'en as pas la preuve. C'est dangereux. Première chose. Deuxième chose, non, il faut qu'on éclaircisse la chose. Mais vraiment, il ne faut pas qu'on s'attarde, s'il vous plaît. Ce n'est pas politesse qui vous laisse parler, non, on ne mais très politise pas. honnêtement. Tu as cette façon manichéenne de présenter les choses. D'un côté, les valeurs que tu incarnes et de l'autre côté, les anti-valeurs qu'incarnent les autres. Le jour dont tu parles, tu ne peux pas témoigner, tu ne peux pas nier que nous étions dans un duel pratiquement indirect. Tu n'étais dans aucun duel. Non, laisse-moi finir. Toutes mes publications sur ma page sont copiées et collées sur ta page par des commentaires. Tu sais ça. Sur ma page? Oui, on peut publier 500. Tout le monde est là. Monsieur. Et je finis. Voilà ce qu'il dit. Alors que toute la Côte d'Ivoire sait qu'on est dans un duel, voilà ce qu'il dit avant de venir au débat. Il dit, départ pour la RTI où je dois participer à un débat sur le Parlement panafricain. Diffusion samedi. Je vais défendre une Côte d'Ivoire des principes et des valeurs. On ne peut pas se battre pour des valeurs et justifier l'anti-valeur d'une bagarre au Parlement panafricain au nom de faux prétextes de la défense d'une autre femme, surtout que la même femme s'est encore bagarrée. Et donc, il finit par dire, les principes et les valeurs ne doivent pas être à géométrie variable. La constance dans les prises de position est aussi une valeur. Je ne suis pas du lot des laudateurs qui avancent masqués à coups d'intrigue. Voilà ce qu'il publie. Qu'il nous dise ici, cette publication... Non, attendez, s'il vous plaît. J'ai toujours défendu les valeurs. Non, messieurs, j'assume. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Le débat qui intéresse la télé. Messieurs, s'il vous plaît, j'ai par politesse que je voulais laisser l'un et l'autre. Non, s'il vous plaît. Là, je voudrais qu'on revienne sur le débat pour lequel nous sommes tous là ce soir. Je termine. S'il vous plaît. Je termine. Faisons preuve de hauteur. J'assume ce que j'ai fait. J'ai appelé la RTI pour dire ce que Sylvie a publié, j'estime que je suis indexé. Ce débat, il doit y participer.
J'ai été clair, je l'ai assumé. Bon voilà, le débat est là. Donc, c'est là. Le débat est là. Donc, s'il vous plaît, on poursuit le Parlement panafricain. Le Parlement panafricain. Et c'est pas digne. J'aimerais entendre Félix Boni, s'il vous plaît, sur les autres institutions. On disait que le Parlement panafricain fait partie des 11 organes de l'Union africaine. Pouvez-nous citer les autres pour en fait poser le cadre, pour que les téléspectateurs comprennent mieux, s'appréhendent mieux cette institution méconnue? Enfin, j'espère qu'on va vraiment aborder de fond le débat et qu'on sortira de diatribe. On est 4 sur le plateau, il ne faudrait pas qu'on soit en train de... La Côte d'Ivoire est dans une dynamique de réconciliation. Et quand on est sur le plateau, nous, journalistes, nous devons donner cet exemple à tous ceux qui nous suivent. Dans cette dynamique, il faudrait qu'on soit, nous aussi, des acteurs, que notre responsabilité également nous engage dans tout ce que nous faisons. La preuve, on va parler tout à l'heure de ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Pour parler des institutions de l'Union africaine, je crois qu'on dit au-delà de... la première grande institution au niveau de l'Union africaine, depuis sa création, sous l'impulsion d'un certain Muammar Kadhafi. N'oublions pas que ce monsieur a été très actif dans la création de l'Union africaine. D'ailleurs, les textes fondateurs vont commencer par naître à Sirte, en Libye, et on aura en 1999 la naissance de Afriquia, cette compagnie panafricaine que la Libye avait financée toute seule. Ensuite, on verra également que le Parlement dont nous allons parler en ce moment précis a vu ses origines depuis Sirte également. Et donc, le premier organe, c'est le sommet des chefs d'État. Ensuite, on a le Conseil des ministres qui se retrouve également. On a la Cour africaine de justice qui siège à Arusha, je crois, n'est-ce pas? Vous pouvez m'aider? Voilà la Cour africaine de justice. Et ensuite, maintenant, la dernière année, le Parlement panafricain qui peine encore à véritablement décoller et qui, j'espère, va pouvoir retrouver ses marques parce que jusque-là, depuis sa naissance, il y a encore des conflits. Voilà. Je vous propose de regarder immédiatement le reportage de Flora Ballo sur justement le Parlement panafricain. Et on se retrouve juste après. Le Parlement panafricain est l'Assemblée consultative de l'Union africaine qui, elle, est une organisation continentale regroupant 55 pays africains. Les 265 députés qui composent cet organe se réunissent 2 fois par an. Chaque pays membre envoie 5 députés élus ou nommés par les parlementaires nationaux ayant ratifié le protocole qui l'établit, lequel impose qu'il y ait au moins une femme par État. Pour ce qui est de la mission de l'Assemblée consultative, le Parlement panafricain a un rôle consultatif auprès des chefs d'État africains. Le Parlement panafricain travaille en étroite coopération avec les parlementaires des communautés économiques régionales et les parlementaires nationaux notamment. Pour rappel, l'Assemblée consultative de l'Union africaine a tenu sa première session inaugurale en septembre 2004 en présence du président sud-africain Thabo Mbeki et sous la présidence de la Tanzanienne Gertrude Mongela. À ce jour, aucun président d'un pays du Sud n'a été élu. À la session du 31 mai dernier, des élus en sont venus aux mains, lorsqu'il s'est agi du mode de scrutin pour élire leur nouveau président. Certains parlementaires anglophones, notamment, réclamaient la mise en place d'un système de rotation, d'autres arguant qu'il s'agit d'un vote, un parlementaire, un bulletin. Indiquant que le siège du Parlement panafricain se trouve au centre du congrès Gallagher Estate à Midrand, une zone industrielle entre Johannesburg et Pretoria en Afrique du Sud. Ce pays paye les frais de fonctionnement de l'Institut continental. Alors messieurs, la cérémonie officielle de lancement du Parlement panafricain s'est tenue donc le 18 mars 2004 à Addis Abeba, siège de l'UA. Qu'est-ce qui a motivé finalement la création du Parlement panafricain? Tu veux prendre la parole? Oui. Il faut donc retourner dans le texte fondateur du Parlement panafricain, qui relève donc, si vous voulez, de Sirte, du colloque de Sirte en Libye, qui dit que le Parlement panafricain a été créé afin d'assurer, je lis, la pleine participation des peuples africains au développement économique et à l'intégration du continent. Donc, si vous voulez, on part déjà sur un leurre, une hypocrisie. Assurer la pleine participation des peuples africains au développement économique et à l'intégration africaine.
leur hypocrisie, d'autant que ce ne sont pas les peuples africains directement qui désignent leurs représentants, mais des élus qui sont désignés, qui sont élus ou nommés généralement. D'ailleurs, j'ai fait le tour de... Ils sont presque tous nommés par les présidents des assemblées nationales. Voilà, donc, très vite, même dans l'acte fondateur, il y a cette hypocrisie et ce leurre qui nous poursuit aujourd'hui. Ah oui, il faut quand même préciser quelque chose, André Sivert-Conan. Ce n'est pas une hypocrisie, ce n'est pas un leurre. Tout simplement que dans le processus de mise en place des organes et des institutions de l'Union africaine, on dit qu'au départ, on ne va pas passer par des votes comme ça se passe en Europe, mais plus tard, on passera au vote. Pour l'instant, chaque État, parce qu'à la création de l'Organisation de l'Unité africaine, il n'y avait que 32 États. Pour l'UA, il y a 55 États et chaque État envoie donc 5 représentants avec un quota bien défini pour les femmes. Donc ce n'est pas un leurre, c'est une volonté et on est passé du stade de la lutte contre la colonisation et les discriminations raciales et la motivation des États qui n'étaient pas encore indépendants à devenir des États indépendants au passage de l'intégration. On parle bien d'intégration, donc il y a un processus d'intégration économique et de développement de l'Afrique. Donc ce n'est pas un leurre, ça ne peut pas être une hypocrisie. Mais on va revenir dessus, mais il faut quand même admettre, messieurs, pourquoi ce Parlement est juste consultatif, il est totalement dépourvu de pouvoir législatif. Ça pose question. C'est d'abord une expérience. Dans le préambule, dans le protocole, il est bien mentionné que pour le moment, le Parlement a un rôle consultatif sur des sujets d'intérêt panafricain. Mais à terme, il va avoir un pouvoir législatif. Et donc, c'est au fur et à mesure de l'évolution du processus. Ça a été créé en 2004. Effectivement. Nous sommes en 2021, à peine 17 ans. C'est tout un processus. Et donc, à terme, ça deviendrait un Parlement législatif. Mais il faudrait passer cette question de souveraineté. Vous savez que tous les pays sont jaloux de leur souveraineté. Et donc, ils sont très réticents à renoncer rapidement à leur souveraineté. Et donc, c'est progressivement que cela va arriver. Mais dans le protocole, il est bien mentionné qu'à terme, le Parlement panafricain doit être un Parlement législatif et donc décider pour les peuples africains. Mais n'est-ce pas contradictoire, Félix Bonny? Vous lisiez à l'instant, Kadhafi a beaucoup pesé. On en parlera à la fin de l'émission pour faire le bilan de cette institution, à savoir si elle n'est pas morte avec l'assassinat du guide libyen. Quand on voit qu'il souhaitait créer les États-Unis d'Afrique, nous sommes bien loin de ce fédéralisme. Absolument. Donc est-ce paradoxal, est-ce contradictoire, ou est-ce, pour reprendre les mots d'ASK, est-ce de l'hypocrisie? Non, je ne pense pas que... je ne souhaite pas inscrire ça dans de l'hypocrisie. Je dirais qu'il fallait un départ à quelque chose, et dans un premier temps, désigner des gens qui allaient asseoir les bases de ce Parlement. Malheureusement, je ne m'inscris pas dans les termes également d'Assalé parce que quand il dit à peine 17 ans quand même, on a vu la rotation de plusieurs présidents. Je crois que 17 ans, il y a eu plusieurs législatures et ça devait pouvoir faire avancer les choses. Quand je vois par exemple les objectifs de ce Parlement, notamment à son article 3.8 qui dit ceci, renforcer la solidarité continentale et créer un sentiment de destin commun pour les peuples. C'est-à-dire créer un sentiment de destin commun pour les peuples. J'ai l'impression qu'on a inscrit les textes avec beaucoup d'hésitation, comme si c'était la volonté de quelqu'un qu'on n'arrivait pas véritablement à épouser. On a accepté ce Parlement qui est venu pratiquement de la tête d'un individu. Il faut être clair là-dessus. Muammar Kadhafi, qui avait voulu ces États-Unis d'Afrique, qui a créé une flotte aérienne pour l'Afrique, qui voulait qu'on ait un fonds africain de développement au lieu du Fonds monétaire international, et qui est mort avec son idée. Et donc, ce Parlement est devenu une institution de per diem, de personnes qui vont siéger sans véritablement faire avancer la cause africaine. Moi, je pense que ce Parlement aurait pu avoir assez de rôles à différents niveaux, même au niveau politique, économique, social et même au niveau des crises en Afrique. Sauf que Fatim, ce que Félix Bonny refuse de dire, lorsqu'il dit qu'il n'est pas d'accord avec les propos d'Assalé, où il dit qu'il y a des hésitations pour les États qui sont jaloux de leur souveraineté, même en Europe, d'où s'inspire donc ce Parlement panafricain, et vous vous souvenez que l'Angleterre vient de faire le Brexit. Parce qu'à un moment donné, et même l'Angleterre avait refusé d'entrer dans l'Union monétaire. Donc, il y a cette volonté de souveraineté, il y a donc le droit politique. Une sortie qui crée beaucoup de soucis à l'Angleterre aussi, disons-le. Oui, mais ça veut dire que même ces États, qui sont des États démocratiques depuis des siècles, ont aussi ce problème. Et d'ailleurs, pendant le Covid, vous avez vu que les États Schengen sont revenus encore au contrôle des frontières. Parce que justement, il y a cette dimension de la souveraineté des États et chaque État est jaloux de sa souveraineté. Mais dans ce cas, finalement, quel est le rôle ou à quoi sert le Parlement panafricain? C'est quoi? C'est
Une instance fictive, c'est tout un processus. une coquille vide. On ne décrète pas un parlement. On le construit. C'est la volonté des populations, c'est la volonté des dirigeants panafricains de renoncer à une parcelle de leur pouvoir pour le transférer à un parlement qui va légiférer pour eux. Vous imaginez? Non, quand on fait un protocole, pour qu'il entre en vigueur, il faut un certain nombre de ratifications. Même quand on prend la Cour de la Haye, il y a combien de pays africains qui ont ratifié le protocole? Le statut de Rome. Le statut de la Haye. Donc c'est progressivement que... Et c'est la volonté des peuples d'amener leurs dirigeants à changer qui va pousser les gens à aller... Mais M. Assalé Tiroko, justement, le fait que ces États ne ratifient pas, une fois retournés dans leurs États, ces protocoles, n'est-ce pas une preuve, s'il en fallait une, de... La grande hypocrisie. Non, de cette volonté politique qui n'ont pas du tout d'aller vers ces États-Unis d'Amérique. Il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, c'est un fait. D'Afrique. Hein. C'est un fait que l'Union africaine est beaucoup plus efficace que l'OUA, dans un contexte de décolonisation. Aujourd'hui, en termes de prévention des crises, l'Union africaine est beaucoup plus efficace et fait un travail extraordinaire dans tous les pays membres. Et donc, je dis que quand une structure est née, il lui faut un temps pour grandir, il faut un temps pour arriver à la maturité. Et c'est la conscience populaire des peuples qui amènera les dirigeants à sauter des étapes et à intégrer ce qu'ils veulent faire. Mais il n'y a pas aussi une histoire d'opacité, puisque ce Parlement, franchement, messieurs, avant ces événements, ces tristes événements du 31 mai, aucun membre de la population africaine ne connaissait. Il y a un manque de visibilité et d'opacité. C'est la question que je pose. Alors, c'est ce que j'appelle la grande hypocrisie. Vous voyez, le protocole de Sirte, c'est 2001. La création du Parlement, c'est 2004. OK? Le protocole de Malabo, c'est 2014. Nous sommes en 2021. 7 ans. 7 ans. Et même la question de la rotation de la présidence n'est pas encore validée. Voilà, c'est la grande hypocrisie. On veut juste faire comme... Et puis, quand on retourne dans nos États, on fait prévaloir la souveraineté et on envoie à la poubelle. C'est un problème de leadership, tout simplement. C'est un problème de leadership. Kadhafi est mort avec son projet. Thabo Mbeki portait quelque peu le projet. Il a eu des problèmes avec Zuma. Aujourd'hui, sur le continent africain, il n'y a pas un leader puissant, fort, qui puisse impulser donc l'ancrage, si vous voulez, totalement démocratique. Vous voulez dire que cette ère, justement, Thabo Mbeki, Obasanjo, ou même Abdelaziz Bouteflika, avant son premier AVC, mais vous voulez dire que ces hommes-là avaient une véritable vision panafricaniste, contrairement aux chefs d'État actuels des pays africains, qui manquent de volonté? Je dirais qu'ils avaient un peu plus de volonté quand même. Mais est-ce que l'aspect financier... Attention, si on laisse André Sylvain qu'on en dise ce qu'il vient de dire, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire comprendre aux téléspectateurs comment se passe le processus à l'international. À l'international, quand on va à l'international, il y a la négociation, ensuite la signature, et quand on revient dans les États, parce que quand on signe, c'est un accord. Quand on revient dans les États, il y a ce qu'on appelle la ratification. Pourquoi on ratifie? Parce que la souveraineté des États compte. Et vous avez vu, il a cité par exemple le statut de Rome. Il y a beaucoup d'États qui n'ont même pas signé, qui n'ont pas ratifié le statut de Rome, qui donc créent la Cour pénale internationale. Donc, quand on revient dans les États, il faut qu'on passe par l'Assemblée nationale, qui est l'émanation du peuple, pour donc donner une force aux accords qu'on signe à l'international. Donc, on ne peut pas dire que parce que depuis 2014, qu'il y a eu le protocole de Malabo jusqu'à 2021, après 7 ans, mais 7 ans, c'est rien dans la marche d'un continent de plus d'1 milliard d'habitants. De plus d'un mandat. Là, je ne suis pas d'accord avec lui parce que moi, j'ai coutume de dire qu'on ne refera pas la roue de la charrette. Dès lors que la roue de la charrette a été déjà créée, nous, Africains, on ne va pas refaire le saut de Tarzan. Il y a des choses qui ont été déjà créées, qui existent. L'Union européenne existe. Les États-Unis d'Amérique existent. Et ça fonctionne très bien. Et quand il y a des éléments comme ça, des avancées comme ça dans le monde, qui existent, les regroupements régionaux, je crois que pour calquer, pour recréer nous également notre regroupement, pour qu'on puisse avancer, on n'a pas besoin de perdre du temps. C'est-à-dire qu'on ne va pas refaire la guerre du feu pour pouvoir avancer. L'indépendance, on les a depuis certainement 60 ans.
on ne va pas avoir 254 ans d'indépendance comme les États-Unis pour commencer à développer l'Afrique. Et l'Afrique a Non, besoin... Félix Béni, je ne peux pas vous laisser dire ça. Laisse-moi terminer. Je vous dis pourquoi je ne peux pas vous laisser dire ça. Tu me laisses terminer. Je vous dis pourquoi je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, mais tu me laisses terminer. Tu me laisses terminer. Voilà, laissez aller Je crois que les pères logique. fondateurs, les pères des indépendances ont laissé quelques héritiers comme Bouteflika, Mohamed Kadhafi, Obasanjo. Et depuis la mort de ces derniers, ou l'invalidité de certains, les nouveaux chefs d'État qui sont là, on est en train de retomber dans la plaie de l'ancienne OUA. Non, Fatimi, il faut quand même que je dise quelque chose. L'Union africaine devient encore le syndicat des chefs d'État. Et on a vu les ce n'est pas vrai. C'est un regard simpliste parce que, je vous dis, vous êtes patron. Je ne permets pas que tu dises un regard simpliste. Oui, c'est pas une injure. C'est très analyste. Oui, c'est pas une injure. C'est pas une injure. Si, c'est une injure. Bon, je m'excuse alors. Je vais changer d'expression. C'est important. Je vais changer d'expression. Je vais changer d'expression. C'est un regard. Non, je vais développer. Alors, je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas être vrai. Parce que quand vous dirigez même une petite entreprise, c'est difficile de mettre d'accord les gens de l'entreprise. Le seul qui a réussi ce miracle, c'est Mahatma Gandhi, qui a réussi à dire à 200 millions de personnes de vivre dans la non-violence. Quand vous avez 1 milliard de personnes à gérer et que vous êtes dans un processus d'intégration économique et de développement économique, vous ne pouvez pas dire que on n'invente pas la roue, on va aller au petit bonheur la chance, parce que justement, en sciences humaines ou en sciences sociales, il n'y a ni loi ni expérimentation possible. C'est vrai qu'on s'est inspiré de l'Union européenne, mais le contexte africain est particulier, le contexte asiatique est particulier, et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas dire ça. Bon, messieurs, je voudrais qu'on s'intéresse à ceux qui composent ce Parlement panafricain, c'est-à-dire ces députés panafricains devenus célèbres. Ils sont élus ou désignés par leurs parlements nationaux respectifs ou tout autre organe législatif national, comme le disent les textes. Est-ce que, finalement, les députés qui siègent au sein des parlements devraient avoir une formation particulière, un profil précis, ou être député justifie sa présence au sein de ce Parlement panafricain? Je vais poser la question à Tsemoka Saleh, qui est le seul à avoir cette double casquette. Hein. Vous êtes aussi député maire. Oui. Alors, est-ce que l'élection dans un parlement, comment ça s'appelle, une assemblée nationale justifie tout simplement la présence des députés? Mais c'est un processus. Quand vous lisez le protocole, que ce soit celui de Site ou celui de Malabo, il est bien précisé dedans qu'à terme, les peuples africains désigneront leurs représentants au Parlement africain. C'est tout un processus. C'est-à-dire un vote au suffrage universel direct. Universel direct comme ça se fait en Europe, avec des députés européens, donc des députés panafricains. Aujourd'hui, ils ne sont que des délégués désignés par leur président de l'Assemblée nationale locale pour représenter leur pays dans ces conditions. C'est prévu par les tests. Ce qui est légal ne peut pas être de l'hypocrisie. Comprenez? Et donc, tant que les tests n'ont pas changé, c'est comme ça. Mais c'est prévu qu'à terme, ils sont en train de réfléchir le processus, à terme, les candidats vont se désigner et les peuples vont désigner leurs candidats, leurs représentants à ce Parlement-là. Donc c'est un processus qui est en cours. Comme je l'ai dit, c'est des questions de souveraineté. Les peuples, les dirigeants sont très jaloux de leur souveraineté. Parce que quand vous laissez les gens aller légiférer au plan panafricain, vous devez être prêt à intégrer les décisions qui vont être prises dans ce Parlement-là. On a vu la Côte d'Ivoire ici avec le cas de la Cour de justice africaine. La Côte d'Ivoire s'est retirée de cette Cour-là, alors qu'elle avait ratifié le texte. Et donc les peuples, les dirigeants actuels sont extrêmement frileux sur leur... Oui, mais c'est un processus. C'est ça qu'il dit que c'est les peuples africains qui vont amener leurs dirigeants à se déterminer clairement. Mais les peuples africains vous diront peut-être que même au niveau national, ils n'arrivent pas à faire basculer leurs autorités dans un sens. Mais pour rester sur votre position, si on doit respecter les textes de ce protocole qui instaure, finalement, institue ce PAP, Parlement panafricain, comment comprendre que beaucoup d'États n'envoient pas des représentants de l'opposition alors que les textes disent qu'il faut qu'il y ait une représentation, on va dire, assez juste de l'échiquier politique local. C'est l'une des faiblesses de ce protocole. Donc c'est... une hypocrisie. Non, mais finalement, je rejoins André pour parler c'est très clair. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une affirmation gratuite. Tout à l'heure, c'est lui qui a dit que ce qui est prévu par les tests n'est pas de l'hypocrisie. Pourtant, il n'applique pas. C'est pas de l'hypocrisie. Donc, c'est de l'hypocrisie. C'est quoi? Est-ce que c'est de la... Est-ce que c'est de la censure des partis majoritaires? On ne peut pas dire que 55 chefs d'État s'asseyent pour adopter des tests pour se moquer de leur peuple. C'est une affirmation gratuite. C'est possible. Ce que je veux dire... Moquer de votre peuple, c'est vous qui le dites. Non, l'hypocrisie, c'est ça. Non, l'hypocrisie, c'est pas la moquerie. C'est ça, c'est la moquerie. Donc, allez-y. Le processus dit quoi? À terme, les députés vont être élus. Et dans le protocole de 2001, il est bien mentionné qu'à terme, ils font des évaluations du processus.
2001, ils ont fait 2014, et ils se sont rendus compte que l'Afrique australe n'avait jamais été présidée ce Parlement-là. Et donc, ils ont décidé que, à l'article 23 du nouveau protocole, que désormais, le poste de présidence va être tournant, à la condition qu'une majorité simple de 55 membres adopte ce protocole. Donc 28 États. 28 États. Mais tant que ce n'est pas fait, on est dans le principe légal, donc on applique ce qui est là. Un test est toujours en vigueur tant qu'on ne l'a pas remplacé. Alors, donc, il faut que les pays qui veulent, même les pays d'Afrique australe qui font la guerre actuellement au Parlement, beaucoup n'ont pas ratifié le protocole de 2014. Tout à fait. Ils veulent imposer des principes qu'eux-mêmes n'ont pas ratifiés. Alors, je reviens sur cette situation. En Afrique de l'Ouest, il n'y a qu'un seul État. Je reviens sur cette situation. Est-ce qu'il y a une censure des partis majoritaires, puisque ce mode de désignation, finalement, leur bénéficie? C'est le président de l'Assemblée nationale, généralement, qui désigne. Et d'ailleurs, les tests disent soit le Parlement désigne, soit le Parlement élit, donc nomme ou élit. Oui. Mais moi, j'ai parcouru un peu presque tous les pays qui sont représentés là-bas. C'est le président de l'Assemblée nationale qui désigne ses représentants. Voilà. Et donc, ça aussi, c'est écrit, mais ce n'est pas appliqué. Mais il faut être précis. Il faut être précis sur le fait que, quand on parle du Parlement, je m'excuse, c'est la chambre, si vous avez une chambre bicamérale, c'est les deux chambres qui s'en vont. Oui, voilà. Oui, ou l'entité législative, je crois que Fatim l'avait dit auparavant. Non, moi, je pense qu'il y a un manque de volonté. Tout ce qu'on dit tourne justement autour du fait qu'il y a un manque de volonté. On parlera certainement du président, du président Roger Nkondo. On va pas tarder. Ce manque de volonté, ça s'explique. Vous savez, ce Parlement, si on lui donne tous les pouvoirs, va jeûner, je dirais même les exécutifs et les pouvoirs. Mais justement, d'où la question crise en Afrique. Si ce Parlement a tout pouvoir pour légiférer, ce Parlement va légiférer certainement sur les processus démocratiques dans nos différents pays. On va même légiférer sur les questions de troisième mandat, les crises militaires dans nos différentes régions. Ce Parlement aura tellement de pouvoir que finalement, je pense que les chefs d'État ont peur de lui donner véritablement un pouvoir. Mais dans ce cas, pourquoi inscrire dans les textes fondateurs affirmer cette volonté politique d'arriver Il ne veut pas laisser de finir. L'affirmation d'une volonté politique est une chose. Et finalement, je crois qu'au bout du compte, je suis en train de rejoindre André dans le terme d'hypocrisie. On s'assoit pour affirmer une volonté qu'on ne va pas appliquer. Parce que, par se retrouver dans le terme d'hypocrisie. Ils ne vont pas jusqu'au bout de leur logique, oui, justement, parce que la question essentielle qui, pour moi, est fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Certains chefs d'État, parce qu'ils ne sont pas tous, je pense que sur 55 États, il y a déjà 44 qui envoient des représentants là-bas. Il y a 28, je crois, qui ont déjà ratifié. Bon, bref, qu'est-ce qu'on veut pour l'Afrique? Est-ce qu'on veut une Afrique avec des institutions démocratiques au plan local? En fait, c'est de cela dont les gens ont peur. Parce que au sein du Parlement panafricain, il y a une commission sur la transparence, sur la bonne gouvernance. Mais certains dirigeants qui dirigent leur pays un peu comme ils dirigeraient leur plantation, ont certainement peur que des décisions, en tout cas des décisions importantes puissent être prises là-bas, qui leur sont imposables. C'est tout le problème, c'est toute l'hypocrisie qui est là. Alors, messieurs, maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse aux enjeux de l'élection du bureau, qui a finalement suscité beaucoup l'intérêt des Africains. Les députés panafricains s'étaient réunis pour procéder à l'élection du bureau, c'est-à-dire donc le vice-président et ses 4 vice-présidents. Quel est finalement l'enjeu de l'élection du bureau? Est-ce un enjeu politique, stratégique, symbolique, puisqu'il n'a pas vraiment de pouvoir, ce Parlement? Ah non, tous les enjeux sont intégrés. Il est à la fois symbolique, il est à la fois stratégique, il est à la fois géopolitique. C'est une question d'influence internationale, de diriger le Parlement panafricain. Quand vous avez un compatriote qui dirige ce Parlement, il a une grande visibilité. Et donc, il intervient pratiquement dans tous les processus de l'Union africaine. Et par conséquent, ça a une importance pour un État d'avoir son représentant diriger ce Parlement-là. Et donc, si vous voyez qu'il y a une bagarre au Parlement, c'est que forcément, il y a un enjeu quelque part. Et que les États ont intérêt à ce que... Mais dans le protocole, il est bien indiqué qu'il y a 5 vice-présidents qui représentent les 5 régions africaines.
C'est le président seul qui peut être désigné dans chacune de... 4 vice-présidents. Présidents qui représentent... Non, il y en a 5. Il y a 4 vice-présidents. Ils sont 4. 4 Le vice-présidents. président, Et les 4 vice-présidents. Voilà. Donc, ils représentent les 5 régions, en réalité, de l'Afrique. Donc, le président plus les 4 vice-présidents. Donc, c'est important pour un État d'avoir à diriger le Parlement panafricain. Parce qu'il y a tout un processus législatif que les gens font. Ils se réunissent en session, ça dure 12 mois, ils font 3 mois, ils travaillent sérieusement, ils font des recommandations, ils font des consultations et ils adressent des choses au Parlement, à l'Union africaine. Et donc, c'est important pour un État d'avoir son représentant diriger le Parlement. Sauf que l'enjeu ici aussi, ce n'était pas une question d'État, c'était une question de l'enjeu pour les COSUS. C'est-à-dire que les blocs qui défendaient, notamment ceux d'Afrique australe, qui estimaient qu'ils n'ont jamais eu la présidence et qu'il fallait qu'ils aient cette présidence. Avant de venir sur l'élection du 31 mai, j'aimerais qu'on revienne sur les précédentes élections, puisque vraiment, il y a eu plusieurs incidents, voire même des incongruités, messieurs, dans les élections précédentes du du Parlement panafricain, notamment sous la présidence du Camerounais Roger Nkodo Dang. Ce dernier était accusé d'imposture, d'usurpation de titres par Bourras Jamel, qui était le député algérien. Et l'article 12 précise que la durée du mandat du président et des vice-présidents est celle du Parlement national ou de l'organe législatif qui les élit ou les désigne. On rappelle que le Camerounais était parti se représenter à l'élection législative de son pays, donc de facto, il ne pouvait plus siéger au Parlement panafricain. Alors, monsieur, comment comprendre qu'un président d'une institution ne respecte pas lui-même les règles de l'institution qu'il préside? Mais il y a plus grave. Aidez-nous à comprendre ça. Il y a plus grave. Roger Nkodo Dang, son élection, je veux dire, sa liste avait été invalidée. Avait été invalidée au profit, justement, de son opposant. Mais du fait, justement, d'autres intrigues internes au Cameroun, alors qu'il ne remplissait plus les conditions, c'est plutôt son opposant qui a vu sa liste invalidée. Voilà. Et autre incongruité, justement, le président intérimaire, Bourras Jamel, l'Algérien, il était le 3e vice-président. Donc même dans l'ordre protocolaire, il n'avait même pas le droit d'être intérimaire. Parce que le vice-président aussi avait des problèmes. Non, mais attendez, oui, mais on va aller plus loin dans cette logique, pour essayer de comprendre. L'Algérien dont vous parlez va lui aussi connaître des troubles politiques dans son pays. Et même, il a été expulsé honteusement. Bon, voilà, donc, monsieur, très honnêtement, est-ce sérieux tout cela? Et surtout, la question juridique que j'ai envie de vous poser, c'est, face à l'instabilité chronique de nos États, est-ce que de telles dispositions, enfin, sincèrement, peuvent être pérennisées ou ont du sens? Non, je voudrais dire quelque chose. C'est très important. Ça a du sens, pourquoi? Parce que lorsque le président camerounais de l'instance panafricaine n'était plus président parce qu'il est, après les élections présidentielles 2018, il est allé aux élections, je crois qu'il a perdu. Oui, du moment où vous perdez votre titre... Il n'a pas perdu, il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Mais à partir du moment que... Ça a été d'abord invalidé, ensuite validé. Non, mais avant d'être validé, à partir du moment qu'une nouvelle législature intervient, c'est que, de facto, la précédente est dissoute. Donc, il ne peut plus siéger. Il a été interpellé par celui qui l'a remplacé, l'Algérien, et ça a été pris en compte, puisque c'est l'Algérien qui a assuré l'intérim. Oui. Donc, ça veut dire que le processus est respecté. Ça veut dire que les règles sont respectées. Oui, les règles sont respectées. Il n'avait pas le droit de continuer de parler au nom de l'instance panafricaine et on l'a interpellé. Je crois que l'Algérien a envoyé un courrier au président de l'Assemblée nationale du Cameroun pour lui dire « Votre député n'est plus le président, il n'a plus... » Il faut relever aussi, là aussi, la faiblesse des textes du Parlement panafricain. Parce que quand vous écoutez les arguments de Roger Ndong, je ne sais pas comment... Nkodo Dang, il vous dira que la vacance du pouvoir est constatée par la prochaine session extraordinaire. Il n'y a pas eu de session extraordinaire pour constater la vacance du pouvoir. Il a été élu en mars, la session ordinaire c'était en mai, et donc pour lui, le fait d'avoir été réélu lui permet déjà de rester dans son fauteuil. Et c'est ça qui a fait débat entre lui et l'Algérien Jamal Bourras. Monsieur, je reviens sur ma question parce que... Mais hélas, malheureusement, les textes sont encore... On a dit 17 ans après, les tests n'ont pas encore évolué. Mais justement, je réitère mes propos sur cette instabilité chronique, puisque lors de la même élection, finalement, la vice-présidente malienne va aussi connaître des difficultés. Donc, je répète, est-ce que ces textes sont viables
est fiable avec des États qui connaissent des instabilités chroniques? Absolument pas. Voyez-vous, il n'y a vraiment pas une volonté de démocratiser le Parlement panafricain. Et cela est justement à l'image de la démocratie dans nos États africains. C'est tout. Quelques mots sur la question avant qu'on passe à... Et ça aussi, c'est congénital du mode de désignation des représentants dans ce Parlement. Parce que si le président de l'Assemblée nationale, qui appartient lui-même à un parti politique, généralement en Afrique, la plupart des présidents de l'Assemblée nationale sont des partisans du pouvoir en place, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas véritablement pour légiférer. Il faut que ces députés légifèrent librement et nous donnent des tests. Parce que quand on parle du cas de la Malienne, le Mali est en crise, il n'y a pas de Parlement. Le CNT, ce n'est pas un Parlement. Et donc, cette dame qui est également candidate, ça le Zimbabwe aussi. Hein. Parlons-y directement. Je dis, allez-y. Les textes de loi sont pris pour le futur, pas pour le passé. Pour le présent aussi. Pour le président. Mais justement, mais pas pour le passé. Oui. Donc quand on prend une disposition aujourd'hui, elle s'applique demain. Elle ne s'applique pas hier. Et donc, c'est à l'application qu'on découvre les imperfections et qu'on modernise. Tous les processus législatifs de tous les pays au monde ont été progressifs au constat des applications. Donc, ce qui s'est passé, l'article 12 dont vous parlez là, quand vous le lisez, même en tant que juriste, vous voyez que c'est confus. L'interprétation peut être toujours soumise à problème. Et donc, chacun l'interprète à sa faveur. Même d'ailleurs, le protocole de 2014, l'Afrique australe l'interprète aujourd'hui à sa faveur, alors qu'il n'est pas encore en vigueur. Donc, je pense que les dispositions, à la pratique, les choses vont changer et ils vont prendre des dispositions futures pour mieux organiser. Sur la question des interprétations, c'est l'une des hérésies justement de ce Parlement panafricain. Le règlement intérieur est très clair. Quand il y a un problème d'interprétation, on se réfère soit à la Cour africaine des droits de l'homme, soit à la conférence des chefs d'État. C'est aussi simple que cela. Mais les gens font la bagarre pour des questions d'interprétation. Ça n'a aucun sens. Alors, intéressons-nous aux candidats. Ils étaient trois. Un candidat du Sud-Soudan, le candidat zimbabwéen qui lui-même est vice-président, donc candidat à sa propre succession puisqu'il a assuré l'intérim de la présidence du Parlement panafricain, et la candidate du Mali qui représentait l'Afrique de l'Ouest. Et messieurs, le 11 avril dernier, des députés ouest-africains sont réunis à Bamako pour engager et apporter la candidature de Mme Haïdara Aïchata Cissé pour la présidence donc, du Parlement panafricain. Il s'agit du Cap-Vert, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, de la Sierra Leone, de la Gambie, du Sénégal et du Mali. On va rester encore sur le respect des textes. Et au regard des textes en vigueur, quel est finalement le fondement juridique de la validité de cette candidature d'une députée issue d'une assemblée qui n'existe pas dissoute, avec la chute d'Ibrahim Boubacar Keïta? Comment comprendre qu'on ait laissé cette candidature prospérer jusqu'au jour du vote, sachant qu'en plus, après, elle va appartenir certes au CNT, mais qui a encore une fois une durée limitée dans le temps, et la législature dépend de celle de l'Assemblée nationale. Et là encore, le Mali, si vous permettez, le Mali vient d'être suspendu de l'Union africaine. C'est très simple. Là où les textes sont muets, on ne décide pas. Est-ce que les textes dans le protocole précisent le cas d'un pays frappé par un coup d'État avec son Parlement dissous? Ça n'existe nulle part. Et tant que l'Union africaine n'avait pas exclu le Mali, la candidate malienne était dans son plein droit d'être candidate. C'est très simple. Aucun texte ne l'empêchait d'être candidat parce que le Mali était toujours dans l'Union africaine. Mais dès l'instant où... Avec une assemblée dissoute. Mais bien sûr. Donc, de facto, elle ne pouvait plus prétendre... Non. Mais est-ce que les textes de l'Union africaine prévoient ça? Oui. Alors, on va parler des cas de vacances. Hein. On va parler des cas de vacances. C'est en contradiction avec ce que je dis lui-même. Parce que l'Assemblée nationale du Mali n'existe pas. Les textes ne sont pas muets. Les textes indiquent que si un Parlement, si vous êtes parlementaire au niveau de panafricain et que l'Assemblée nationale de chez votre mandat est vous êtes en fin de mandat, vous ne faites plus partie. La base, attention. La base n'est même pas un mandat. L'Assemblée nationale est dissoute. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Sa candidature a été validée. Bien avant. Et après, il y a eu une crise. Et l'élection n'a pas encore eu. Alors, mais pour que sa candidature soit rejetée, il faut que la conférence des chefs d'État se réunisse et se prononce sur le cas précis. Alors, je vous propose, messieurs, par chance, nous avons pu avoir les mots de la candidate malienne grâce à notre correspondant au Mali, d'ailleurs dans le monde, Gabriel Tienou. Nous allons écouter tout de suite Mme Haïdara Cissé s'exprimer.
Ma candidature est arrivée par l'endossement de cette candidature d'abord par le CNT. Parce qu'il faut savoir que pour être membre du Parlement panafricain, il faut être membre d'un Parlement ou d'un organe législatif. Le CNT étant l'organe législatif du Mali, c'est le CNT qui m'a d'abord envoyé au Parlement panafricain. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de soubresauts, même pour notre prestation de serment. On sentait qu'il y avait quelque chose qui était quand même ciblé par rapport à ma candidature. Pour être, je veux être modeste, mais c'est vrai que ma candidature est une candidature qui a fait peur dès le départ, parce qu'ils ont tout fait pour que le Mali ne soit pas représenté au Parlement panafricain, rien que pour que je ne sois pas candidate. Ce qu'il faut retenir, c'est que la personne qui a assuré l'intérim du Parlement panafricain était aussi candidat. Donc il était juge et parti, il jouait un peu en sa faveur dans cette situation-là. Donc c'est comme ça que le CNT effectivement a porté ma candidature, et après ma candidature a été portée par toute l'Afrique de l'Ouest. Vous vous rappellerez qu'il y a eu une rencontre des parlementaires du Parlement panafricain de l'Afrique de l'Ouest qui se sont réunis à Bamako, et il y a eu l'appel de Bamako. Au cours de cet appel, l'Afrique de l'Ouest a décidé de ne pas avoir un autre candidat pour la présidence du pape. Il fallait que je sois la seule candidate. Et juste après, c'est le Mali, dans sa globalité, à travers les autorités maliennes, qui ont porté aussi ma candidature. Donc je peux dire que c'est une candidature qui a été vraiment très bien soutenue, et par le CNT, à travers le président du CNT qui a écrit à tous ses pairs pour demander de me soutenir, à travers le président de la transition à l'époque qui avait aussi écrit à tous ses pairs pour demander de me soutenir, et à travers toute l'Afrique de l'Ouest qui a porté ma candidature à travers tous les parlements de l'Afrique de l'Ouest. Le protocole qui parle de rotation n'est pas ratifié par le nombre de pays qu'il faut pour sa mise en œuvre. Il faut au moins 28 pays, alors qu'il n'y a que 13 pays qui ont ratifié le protocole. Et parmi les 13 pays, je peux dire que je peux être fière en tant que Malienne de me présenter à ce poste, tout simplement parce que mon pays croit au Parlement panafricain. Mon pays a été le premier pays à avoir ratifié le protocole du Parlement panafricain. Le candidat de l'Afrique australe, qui est du Zimbabwe, il veut profiter d'une disposition qui est dans le protocole, alors que son pays n'a même pas ratifié le protocole. Aucun pays, je dis bien, je pèse mes mots, aucun pays de l'Afrique australe n'a ratifié le protocole. Ce qu'ils ont fait, je pèse mes mots, je peux dire que c'est juste du banditisme politique. Parce qu'on ne vient pas le jour des élections pour brandir un avis juridique demandé par des individus à une personne qui est aussi intéressée par ce qu'on appelle la rotation, et pour nous l'imposer le jour des élections. Alors un avis ne s'impose pas au Parlement panafricain. Même une décision, pour que les gens comprennent bien, pour que les téléspectateurs comprennent bien, même une décision de la Commission de l'Union africaine ne s'impose pas au Parlement panafricain. Nous sommes complètement indépendants. Donc s'il y a un avis ou bien il y a une décision, cet avis ou cette décision doit être discutée en plénière et que ça soit adopté aux 2 tiers. Alors messieurs, je vois que beaucoup d'entre vous souhaitent réagir. Félix Boni, allez-y. Oui, on vient tantôt de parler du cas du Camerounais Roger Nkodang qui allait se faire élire et donc dont le mandat a dû prendre fin et cela a créé une crise. Madame Aïdara Aïssata Cissé, elle est membre d'un parlement de crise, c'est-à-dire le CNT, qui a une bonne durée et dont la durée ne va pas au-delà de la durée d'un président élu à la tête du Parlement panafricain. C'est-à-dire que si elle est élue, il va falloir qu'à la fin du mandat du CNT, elle également soit dans cède son fauteuil à un intérimaire. C'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation qui est déjà mélangée. C'est-à-dire que dès l'instant où elle n'est pas d'un Parlement élu, un Parlement de crise, et au moment où nous parlons, nous sommes à 8 mois, moins de 8 mois de la fin du CNT, du Conseil national de transition du Mali. C'est-à-dire que si madame est élue maintenant, elle a 8 mois pour siéger. Est-ce qu'il faut s'engager dans cette crise encore avec un président, avec un autre... Quelle lecture vous faites de sa candidature? Est-ce de la négligence de la part des organes de cette institution ou, écoutez, de l'incompétence, si je peux me permettre? Alors, moi, je ne pense pas. Je pense que ce qu'elle a dit est très clair. Si le CNT est l'organe législatif du Cameroun, pardon, du Mali, et que ce statut est reconnu par les chefs d'État africains, le CNT joue le rôle du Parlement.
Donc, elle a été désignée. Là, elle n'est pas nommée, elle a été désignée. Elle n'a pas été élue. Désignée par l'organe législatif qui est le CNT. Disons que le CNT, c'est le Conseil national de transition. Mais justement, donc c'est l'organe législatif. Mais que le Conseil constitutionnel a reconnu. limitée. Bon, que le Conseil constitutionnel vient de reconnaître. Ouais. Donc, il y a ce pouvoir législatif. Vient de reconnaître. C'est lui qui décide à la place du pays. Donc, de ce point de vue-là, elle remplit les conditions pour être candidate. Mais au-delà des textes, au niveau de la symbolique, un État en crise peut-il... On a déjà à la tête de la Commission, excusez-moi monsieur, un Tchadien, dont le pays aussi connaît une grave crise. Est-ce logique de mettre à la tête de deux grandes institutions des représentants d'État... Alors, ça comme ça. Non, Fatim, il ne faut pas voir ça. Dura lex, sed lex. Voilà. La loi est dure, mais c'est la loi, il faut respecter les textes. Et la pirouette que prend le Mali, c'est que le CNT devient l'organe législatif. Elle a expliqué, à partir de ce moment, les textes s'appliquent. Le CNT peut la Parlement, c'est 5 ans de mandat. Hein? Oui, mais le CNT, ce n'est pas 5 ans. Hein? Oui, c'est 18 mois. Mais monsieur, au-delà de la légitimité, au-delà de la légalité, on peut s'interroger sur la légitimité? Mais regardons dans l'ordre chronologique. L'Union africaine a suspendu le Mali. Hein? Et la suspension est intervenue avant la session. Avant la session du Parlement. Non, c'est pas vrai. Non, le lendemain. C'est le lendemain. Parce que ça a été le 1er juin. Avant l'élection en question. Alors attendez, soyons justes. L'élection a été reportée. C'est intervenu le lendemain de l'élection, mais comme la CEDEAO avait déjà suspendu le Mali, et généralement l'UA suit, les organes, les instances auraient pu anticiper. L'élection devait se faire dans le mois de mai. Oui, le 27 mai, mais ça a été reporté au 31. Mais la décision qui intervient le 1er juin, excusez-moi, monsieur Assali Timoko, on ne décide pas de suspendre, je suppose, un État du jour au lendemain. Les organes, c'est pour ça que je vous demande. Je voulais justement relever ce côté moral. Moi, et ça revient à mon postulat de départ, à savoir, c'est une grande hypocrisie. On a l'impression en réalité que on envoie des copains, on dit, bah, écoutez, débrouillez-vous avec les perdièmes, débrouillez-vous avec les primes, et puis ça s'arrête là. Il n'y a vraiment pas de réelle volonté d'amener la démocratie. Voilà, on est en train de discuter de choses, mais vraiment qui choquent la conscience démocratique des gens. Moi, ça me pose un problème. Moi, ce qui me gêne, la question que je pose, c'est une question de fond. Est-ce que c'était le statut du CNT qui a été posé au Parlement pour refuser l'élection? Non, pas du tout. C'est pas de ça qu'il s'agit? C'est pas ça. Donc on fait hors sujet. Ça pouvait se poser aussi. Mais ça n'a pas été posé. C'est pas ça le problème. Ça n'a pas été posé. C'est pas ça le problème de fond là-bas. Non, ça va se poser a posteriori en fait. Voilà, mais non. Maintenant que le pays est suspendu, il ne peut plus prétendre. Voilà. Ça va se poser a posteriori. Non, mais Fatim, il faut qu'on soit précis. Fatim, il faut qu'on soit précis. Il faut qu'on soit précis. On parle des règles, vous parlez de la morale. Voilà. Non, c'est pas la même chose. Non, on parle des règles, il faut respecter. Elle a été précise, elle a été envoyée par le CNT qui est devenu l'organe législatif. À partir de ce moment, en Afrique du Sud, ce n'est pas sa candidature en tant que représentant du Mali qui était le problème. C'était le problème de la rotation. Donc, c'est ce qui on va parler de la rotation, mais monsieur Rissi Kenda, répondez à la question. Est-ce, au-delà de la légalité, peut-on s'interroger sur la légitimité? Mais qui donne la légitimité? C'est le peuple. C'est le peuple qui donne la légitimité. Le CNT n'est pas issu de la volonté populaire. Alors, allons-y sur... contradiction avec absolument. Allons-y, s'il vous plaît. Il y a une légalité de crise. C'est quand... Non, attendez. Non, les petits arrangements pour les mots, ça n'est pas une lecture. Il ne faut pas perturber les téléspectateurs. La légalité de crise est valable pour le Mali, pas pour le continent. Mais justement, il y a une légalité de crise. Pour le Mali. Non, c'est prévu en droit international. Ah bon? Oui, bien sûr. Le Mali ne peut pas imposer sa légalité de crise. Non, monsieur. La preuve, c'est que les États africains n'ont pas refusé. Voilà. La légalité de crise n'est pas la légitimité, on est tous d'accord. Bien après. La légalité ne pas la légitimité. C'est des faux principes. C'est le peuple qui confère la légitimité. Voilà. Donc là, Aristide est vraiment... Le CNT, du point de vue du droit international, est parfaitement légal, puisqu'il est reconnu par les États membres. C'est très simple. Monsieur, on et donc voilà même que le Conseil constitutionnel vient d'introniser le président du CNT. Ça veut dire qu'il n'est pas reconnu comme président du chef. Même ça aussi, c'est une violation des textes. Parce que le Conseil constitutionnel, dans les textes du Mali,
on dit le Conseil constitutionnel investit le président élu. Là, on a un président qui a un putschiste qui vient d'être intronisé. Je pense que ne faisons pas la promotion des coups d'État, des distorsions. Des modèles. Personne ne fait la promotion. Messieurs, le Mali a été suspendu, donc de facto, sa candidature est invalide. N'est-ce pas? On est tous d'accord. Alors passons à ce qui est reproché finalement et ce qui a été reproché aux anglophones. Intéressons-nous à cette histoire de rotation, du mode de scrutin, qui était l'un des enjeux de cette élection du bureau panafricain. Les députés d'Afrique australe réclament une présidence tournante entre les régions du continent et non un vote majoritaire. Celui-ci favorise finalement toujours l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est, dont le nombre de pays, c'est-à-dire donc le nombre d'élus, est bien plus élevé. Finalement, est-ce que la revendication de l'Afrique australe n'est-elle pas légitime? Elle est légitime, cette revendication, parce que le principe a été adopté, même si ce n'est pas encore intégré dans les textes, le principe a été adopté. Moi, je pense que pour une question de justice, on aurait pu permettre quand même à cette rotation de se faire. Toutefois, il y a un bémol, c'est que ces pays n'ont pas encore ratifié, comme ça a été dit par la dame. Vous ne pouvez pas venir. Ça aussi, je conviens avec elle, c'est du banditisme politique. Oui. Et là, il faut le dire, nos frères d'Afrique australe pensent qu'ils sont un peu supérieurs aux autres. Même nous, entre nos journalistes, moi j'ai participé à j'ai couvert plusieurs sommets de l'Union africaine. Quand vous allez, on vous traite les francophones des valets de la France, des gens peut-être qui n'ont pas d'autorité. Et donc, eux, ils sont les plus africains que les autres. Et Julius Malema, au sorti de cette crise-là, avait même sorti encore ces mêmes propos pour dire que les francophones, vous êtes ceci ou cela. Et ça, ce n'est pas admissible. Mais la rotation, c'est un principe qu'il faut adopter. Donc, que ce soit juste, il faudra adhérer de plein pied à une structure, que vous aspirez diriger. Alors, pour bien comprendre et savoir si vous allez dans le même sens, André Sever-Conan, vous nous dites que la question est légitime, mais le cadre ne s'y prêtait pas. Absolument. Donc, le fond est bon, mais pas la forme. Je suis d'accord avec lui. D'autant que le principe de la rotation a été déjà acquis au niveau des vice-présidents. Voilà, il reste maintenant la question de... Donc, c'est une question légitime. Mais la façon dont le sujet a été porté relève justement de la distorsion démocratique. Première chose, parce que c'est faux quand certains députés d'Afrique australe veulent faire croire qu'il y a une hégémonie de l'Afrique francophone sur les parlements. C'est faux. La première présidente, Gertrude Mongela, c'est une Tanzanienne, elle vient de l'Afrique de l'Est, elle n'est pas francophone. Le troisième président, Bethel Amadi, c'est un Nigérian. L'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas un francophone. Anglophone. Le président, même par intérim, l'Algérien, n'est pas un francophone. Enfin, l'Algérie, quand même. Il est arabophone, oui. Mais bien sûr, ils ont l'histoire coloniale. Voilà. Donc, je vais dire... Même les Camerounais, ils sont bilingues aussi. Hein? Oui, les Camerounais sont bilingues. Donc, poser le problème sur le postulat de l'Afrique francophone est déjà faux. Première chose. Deuxième chose, c'est que la session n'avait pas compétence pour trancher la question. Donc, c'était une question procédurale. Mais l'Afrique australe devrait plutôt interroger son rapport aux autres parties de l'Afrique pour comprendre pourquoi est-ce que ces candidats perdent. Parce que aux dernières élections face aux Camerounais, je crois qu'il y avait un Zimbabwéen qui avait aussi perdu. Mais je vais dire, on ne devrait même pas arriver à la crise si les gens lisaient les tests, leurs propres tests. Alors, c'est ce que j'allais vous poser comme question. On a l'impression que... C'est ça, les délégués qui représentent nos États à ce Parlement. Quand on a des personnes qui ne prennent pas le temps de lire les textes pour adhérer à une structure, s'il va de soi que les gens ne lisent pas les textes, et donc faute, ils agissent par humeur, par orgueil, au lieu de lire les textes pour être dans la légalité. Donc, sur la question, donc, on est tous d'accord que le problème posé par l'Afrique australe est un faux problème, n'avait aucune base légale, et donc n'était pas légitime. Absolument. On est d'accord dessus. Oui. Donc, venir faire obstruction pendant 3 jours à l'application des tests d'un Parlement, sous prétexte qu'il faut imposer la rotation prévue par un test qu'eux-mêmes n'ont pas ratifié.
Parce qu'après, on a embrouillé beaucoup les peuples africains avec cette affaire. Mais alors, à l'heure des charges, une question. Il y a quand même une motion qui a été adoptée en 2007-2017. Oui. Le débat a été mené et à l'unanimité, ils ont accepté, tout comme le protocole de Malabo, aspire à, sur le long terme, aller à cette rotation de la présidence. Le protocole est la norme supérieure du Parlement. S'il n'est pas en vigueur, il n'est pas applicable. Il faut se mettre à jour. Mais c'est l'objectif sur le long terme. Mais voilà, donc, si les 13 pays, si les pays d'Afrique australe ratifient le traité maintenant, dans un an, il s'applique. Là, pour l'instant, il y a que 13 États qui ont ratifié. Mais ce qui est difficile, Fatih, ce qui est difficile, c'est la ratification. Et c'est là où interviennent les peuples. Parce que vous pouvez signer un accord à l'international, quand vous revenez dans le pays. Le Parlement refuse. Ils refusent de ratifier. Donc, ils n'ont pas la possibilité de ratifier. Parce que les juristes Malema qui bavardent au Parlement, en Afrique du Sud, sont dans l'opposition. Ils sont des opposants. Et ils ont un comportement, le même comportement qu'ils ont eu au Parlement. Ils ont le même comportement là-bas. Donc, quand ils viennent avec le sujet, ça ne passe pas au Parlement. Mais est-ce que le fait que les sièges de ce Parlement panafricain soient en Afrique du Sud, peut-être leur donne l'impression d'avoir un pouvoir en plus? Non, ils ne devraient pas avoir cette impression parce que les autres États aussi ont, sinon les Éthiopiens, ils auraient un sentiment supra-continental, d'autant que... Oui, mais c'est eux qui payent. Voilà. Oui, le fonctionnement est réglé par l'Afrique du Sud. Mais je vais dire, non, là n'est pas le problème. Je pense que le fonctionnement n'est pas réglé par l'Afrique. Une partie du fonctionnement est réglée par l'Afrique du Sud. Oui, bon. Les Africains contribuent majoritairement. Un budget. Oui, bon. OK, je vais dire, les députés d'Afrique australe, en fait, ont voulu la confrontation et les autres sont tombés dans les pièges. Mais est-ce que vouloir la confrontation est une bonne chose? Non, c'est même pas les députés d'Afrique australe. Celui qui menait la bagarre, c'est Julius Malema. Voilà. Et Julius Malema est connu pour son comportement désagréable dans les... Non, il n'était pas le seul. Oui, mais c'est lui qu'on voyait. C'est lui qui a mené la bagarre. C'est lui qui faisait venir dans l'Assemblée les policiers, ses gardes du corps pour... D'abord, ils ont coupé le courant. Ils ont décrété qu'il y avait un cas de Covid. Non, il y avait un cas de Covid. Pourquoi? C'est la politique. Oui, mais ils ont dit... C'est la politique politicienne. Pas été confirmé. Il y avait un cas de Covid. Je pensais que c'était intentionnel. Non, mais je veux dire... En fait, j'avais la parole. Julius Malema menait un combat des anglophones contre francophones. Voilà. Et parce que, justement, dans la tête de certains anglophones, ils ont toujours le sentiment que les francophones sont des sujets de la France. Et eux, dans leur regard, c'est de nous soustraire des mains, justement, des Français pour mieux nous asservir. Exact. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans les procès d'intention, mais je vais dire... Finir, après, on va passer à un autre élément très intéressant. En fait, de nombreux députés ne lisent vraiment pas les textes. Cette crise n'aurait même pas dû avoir lieu. D'autant qu'en Afrique, sauf erreur de ma part, les pays qui ont la langue française en partage, comme langue officielle, je crois qu'il y en a 21. Alors que les francophones, les anglophones, ceux qui ont adopté l'anglais comme langue officielle, il y en a un peu 25 ou 26. Non, moins que ça. Il y a les lusophones. Non, la langue officielle. Parce que vous avez même des pays francophones comme le Rwanda qui finalement ont adopté l'anglais comme... Donc, c'est un problème, en fait, qui ne devrait pas se poser. Mais le clan de Julius Malema et autres, qui est réputé un bagarreur et un homme de clash et tout cela... Et que ce n'est pas une bonne chose. Et ce n'est pas du tout bon. Moi, je ne cautionne pas du tout leur violence, tout comme je ne cautionne pas la violence de ceux qui, par leur intrusion dans le jeu, sont arrivés justement... Mais tous ceux qui sont allés ne sont pas pour la bagarre. Il y en a qui sont allés pour séparer la bagarre. J'aimerais qu'on revienne encore sur cette motion qui a été adoptée en 2017 concernant la présidence tournante, mais jamais retranscrite dans le règlement intérieur. Comment essayer d'appréhender ces textes, on va dire, ces textes comment appliquer, voilà. Attendez, laissez-moi finir. Comment appréhender l'application de règles non écrites? Parce qu'on peut nous dire qu'il y a un droit coutumier. Vous savez pourquoi c'est pas écrit ces règles? Non, pas dans ce cas de figure-là, mais encore une fois, ça a été adopté à la majorité, à l'unanimité. Le principe a été adopté. Oui. Mais tant que la norme supérieure n'est pas en application,
la norme inférieure ne peut pas s'appliquer. Je suis d'accord avec Assalé, parce qu'on adopte un principe. Vous n'avez pas ratifié les textes, c'est-à-dire que vous n'appartenez même pas encore à... Et vous venez faire le désordre au Parlement. On inscrive dans les textes pour que vous venez faire... Si on l'avait inscrit dedans, le désordre là aurait encore prospéré. Et puis avec une attitude sexiste, machiste. Je veux dire, c'était même pas le lieu. Exagéré. La session n'avait même pas donc ils sont pleinement responsables de ce qui s'est passé. Il n'a même pas été élégant. Vous voyez comment il parle à la dame? Et bien justement, on va écouter. Bon, on a tenté de contacter la partie anglophone, malheureusement sans succès. Mais je vous propose d'écouter encore une fois la candidate de l'Afrique de l'Ouest, donc la Malienne, Madame Aïdara Aïchata Cissé, et notre députée, Madame Traoré, qui ont accepté gentiment de nous préciser les choses lors de cette journée. Julius Malema est un député panafricain. Donc, Julius Malema est venu avec ses hommes, bien armés, au sein même de l'hémicycle. Il a demandé à ce que nous ne fassions pas les élections parce qu'eux, ils n'en veulent pas. Et pendant 3 jours, nous étions menacés. La Côte d'Ivoire avait la direction de la campagne de la candidate malienne que l'Afrique de l'Ouest soutenait, les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest soutenaient, soutenus par l'Afrique centrale, soutenus par l'Afrique du Nord. Et donc nous étions majoritaires. Quand on a mis le comité électoral en place, Julius Malema n'en voulait pas. Il passait son temps à menacer les députés qui étaient pour les élections. Et il voulait même menacer, il a voulu même porter main à la présidente de la commission électorale. Vous savez, je ne suis pas resté en marge, je me suis levé pour lui dire non, on ne peut pas frapper une femme devant moi. Je ne suis pas d'accord, je me suis dressé. Et j'ai voulu que Julius Malema sorte même de la salle. Je n'ai pas fait de bagarre là-bas. Je me suis levé, j'ai simplement demandé à Julius Malema de sortir de la salle. 80 à 85% des membres qui étaient ensemble, et c'est une petite minorité, disons 2 pays. Un parlementaire ne doit pas faire la langue de bois. C'est l'Afrique du Sud, c'est le Zimbabwe. Ce sont les 2 pays qui nous ont mis dans la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Et ce qui s'est passé au nom des peuples africains, vraiment, n'est pas quelque chose dont on doit être fier en tant qu'Africains, surtout nous, en tant que représentants des peuples africains. On ne peut pas vouloir représenter les peuples africains et vraiment s'adonner à des scènes comme la scène que vous avez vue. Et je dirais que le mot de la fin, c'est de dire qu'aujourd'hui, le Mali, mon pays, est dans une situation très difficile. Et je pense que quand un pays est dans une situation difficile, il faut plutôt l'encourager, il faut plutôt, surtout les parlementaires que nous sommes, nous devons faire en sorte que le Mali se relève. Pour que le Mali se relève, il faudrait qu'on fasse en sorte que les sanctions soient levées contre le Mali. J'en parle parce que je suis malienne, c'est mon pays, et je sais que mon pays a besoin aussi du soutien des uns et des autres. Qu'on continue à être ensemble et qu'on continue à faire en sorte que les 2 pays qui se sont égarés, parce que je ne dirais pas les 2 pays, je dirais les deux membres du Parlement de ces pays qui se sont égarés, de les ramener à la raison pour que tous ensemble on puisse relever l'Afrique. Alors, messieurs, plusieurs députés panafricains sont venus aux mains à l'occasion donc du vote du nouveau bureau. Comment cela vous interpelle? Alors, pour le coup, là, j'aimerais entendre vos propos, puisque vous avez pris des positions diamétralement opposées, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que déjà, en voyant ces éléments, vous avez changé d'avis? Est-ce que ça a influencé votre manière de voir les choses ou pas du tout? Ces éléments confirment... Et argumentez, expliquez-nous pourquoi vous prenez cette position. Ces éléments confirment ma position. Je pense que sur ce plateau, Félix est un doyen dans le métier. Je l'ai trouvé dans le métier. Aristide aussi est un doyen dans le métier, je l'ai trouvé dans le métier. Sylvain est un doyen dans le métier, je l'ai trouvé dans le métier. D'accord? Donc, d'un point de vue d'expérience, je suis le plus jeune dans le métier. Peut-être moi. Mais je veux dire, non, par rapport à nous qui sommes les débatteurs. Je plaisante. Par rapport aux débatteurs. C'est pour détendre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un principe essentiel dans notre métier, qui est qu'on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire. Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, le problème de fond, ici, en droit, on dit que le pénal tient le civil en l'état. Le fond, ici, commande la forme. Ici, il s'agissait d'une menace contre la démocratie. Une élection qui devait se tenir, des gens rentrent dans la salle, ils saisissent les urnes, ils s'enfuient avec les urnes. D'autres parlementaires se lèvent pour s'opposer à ça. Dans ce principe-là, c'est ceux qui défendent la valeur démocratique qu'il faut soutenir. Et non ceux qui introduisent la violence et qui veulent empêcher par tous les moyens une élection. Donc mon principe est très clair dessus.
Maintenant, pour en revenir à notre député, parce que là, Sylvain lui a mis son paquet. Il a été le juge d'instruction de notre députée. Je précise que là-bas, elle n'est pas députée ivoirienne. Elle représente toute l'Afrique. Voilà. C'est très clair. Je suis un élu local, mais député de la nation. Mais justement, voilà. Excusez-moi, oui. Cette double casquette, honnêtement, on pourrait croire, hein, et c'est la question que je vous pose très honnêtement, est-ce que vous défendez finalement votre corporation ou votre collègue je ne fais pas de en tant que député? Le Parlement n'est pas, pas une corporation. Nous sommes désignés par des peuples pour aller les défendre au Parlement. Mais une fois qu'on est élu, on représente tout un pays. Donc ce n'est pas une corporation. D'accord? Ce que j'ai dit, c'est que je dis que Sylvain a été le juge d'instruction. Il a fait l'instruction à charge. Il s'est érigé en procureur, il a fait le réquisitoire. Et ensuite, juge du siège, et il a condamné la députée à la mort politique. En décrétant qu'elle avait humilié toute la Côte d'Ivoire. Je dis non. Le principe de notre métier veut qu'avant de condamner quelqu'un, il faut lui poser la question de savoir sa version des faits. Sur la base d'une simple vidéo, on ne peut pas décider. Et puis après, progressivement, d'ailleurs, ces publications... Mais pourtant, sur la base d'une simple vidéo, vous avez décidé de la défendre. Non. Vous avez pu échanger avec elle précédemment? Non. Bon. La différence est que je ne prends pas de position pour la condamner. Je relève des principes. J'ai dit que les vidéos sont insuffisantes pour prendre une position claire sur cette affaire. Et donc, j'ai dit que quand on n'a pas la position des partis, il faut s'arrêter au principe qui était défendu. Qui voulait l'élection et qui n'en voulait pas. C'est ce qu'elle a fait. Très bien. Non, j'ai fini. Oui. J'ai fini dessus. Oui. Parce que c'est un peu ça. Sylvain, il aime dire que les faits ne choisissent pas leur camp, mais dans cette affaire, tu as choisi tes faits. Non pas... Très bien. Donc j'ai fini. Laisse-moi finir. Allez-y, parce qu'il va vous répondre. Et puis les autres invités aussi. Tu as jugé la dame sous le prisme de ses frasques locales. C'était une erreur grave en tant que journaliste. Et j'ai les preuves ici. Ta première publication, tu dis, tu es groupé d'activistes sud-africains contre Mariam Traoré après sa bagarre au Parlement panafricain. Tu n'as jamais écrit cela. Ça est sur ta page. Non. C'est un article que j'ai partagé. Non, je ne permets pas. Non, faut pas me prêter. Laisse-moi finir. Les faits ne choisissent pas les camps. Vous allez répondre. Mais soyez pas trop long, parce que je pense que les autres invités aussi, on aimerait entendre leur position. Non, mais il ne faut pas prostituer les faits. Allez-y. Voilà le temps, laisse-moi finir. Non, mais ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Vous allez répondre à l'instant. Tu as publié. Et le titre est « Ti groupé d'activistes sud-africains contre Mariam Traoré après sa bagarre au Parlement ». Et maintenant, tu fais le commentaire suivant. Qui a bu, boira. On ne change pas aussi facilement à cet âge. C'est un jugement de valeur qui est lié à ce qu'elle a dit en Côte d'Ivoire ici. Donc, la condamne sans l'avoir entendu. Première chose. Deuxième chose. Deuxième publication, je dis Traoré Mariam a humilié la Côte d'Ivoire. Troisième publication. Regardez bien la vidéo. Mariam Traoré ne partait pas défendre une femme. Tu affirmes qu'elle ne partait pas défendre la présidente. Tu n'en as pas la preuve. Continue. Elle était déjà dans la bagarre. L'habitude étant une seconde nature, condamnation par rapport à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, jugement de valeur, ce n'est pas du journalisme. Écoutez bien, elle n'avait pas la parole et le président des séances venait la faire vider. Ensuite, j'ai fini dessus. S'il vous plaît. Je persiste et je signe. Traoré Mariam ne devait pas faire ça au Parlement. Elle a humilié la Côte d'Ivoire qui la paye pour porter sa voix. Le jeune député sud-africain coutumier des faits s'est dirigé vers la présidente. Ce qui n'est pas normal. Regardez activement. C'est Traoré Mariam qui porte la première les coups. C'est Sylvain qui affirme ça. Oui. Elle n'a porté aucun coup à personne. Si la vidéo... Alors maintenant, on va le laisser répondre rapidement et j'aimerais que les autres aussi invités interviennent s'il vous plaît. Donc on va rester c'est ça là. Non, j'ai fini. Oui. C'est sur ça là que j'ai dit. C'est pas du journalisme. D'ailleurs, lui-même, quand il est interpellé par un lecteur, voilà ce qu'il dit. Voilà. Non, alors attendez, on va pas sortir les publications des uns des autres. Non, honnêtement, non. J'ai fini. Mais en fait, ce que je veux comprendre, attendez, ce que je veux qu'on comprenne, que chacun comprenne. Qu'est-ce que vous reprochez? Là, on parle du comportement de cette députée. Alors, qu'est-ce que vous reprochez? C'est l'opinion de André Silva-Conan qui vous gêne, ou en fait vous défendez la posture de notre députée? Qu'on comprenne en fait. Sa posture est conforme à la loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle veut que les tests soient appliqués et que les élections se tiennent. Oui, mais est-ce que nul ne doit se rendre justice soi-même? Non. Selon laissez-moi finir. les lois générales? Non, c'est pas de l'affaire de justice, c'est pas rendu justice. Face à l'illégalité, les hommes qui veulent appliquer les tests ont droit de se défendre. On est d'accord avec ça? Ce que j'ai dit, c'est que je ne sais pas
ce qui s'est passé, est-ce que c'est le journaliste qui a fait un travail pour condamner? Facebook est un journal. Ou bien c'est l'homme d'opinion? Facebook est un journal. Alors, l'homme d'opinion... Vous lui posez la question, il va répondre. Adressé vers Conan. L'homme d'opinion fait de la... On vous écoute. Ok, je pense qu'il en avait fait un problème personnel et pas ça du tout. éclate Pas tout du de suite. tout. Pas du tout. On se rend compte qu'il est l'un des grands abonnés de ma page où il était assis, il ne faisait que... Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Alors, quelle est votre position par rapport... Voilà. C'est quoi le film? Premier couac, un député zimbabwéen a la parole, Mariam Traoré prend la parole. Regardez bien, moi j'ai regardé le film en intégralité. Contrairement à son procès d'intention, j'ai regardé le film en intégralité. La présidente de séance a interrompu la députée Mariam Traoré, la même présidente de séance, pour dire vous n'avez pas la parole. Premier couac. Quand je dis elle était déjà dans la bagarre, c'était déjà cela. Donc, mon commentaire est fondé sur un fait. Première chose. Deuxième chose, il y a donc Julius Malema qui parle. Et qui, dans un geste de provocation, mais alors indigne, se dirige vers la présidente de séance. Notre députée, Mariam Traoré, va s'interposer. Elle va s'interposer. C'est la deuxième scène. Alors, dans cette forme d'interposition, regardez bien la vidéo. Elle est encore sur ma page. Vous voyez sa main se diriger. Vous voyez sa main se diriger. Donc elle a porté un coup à Malema. Regardez bien la vidéo. J'avais publié la vidéo. Imaginez la vidéo. Troisième scène. Elle l'a dit. Elle-même l'a dit. Qu'elle a voulu le mettre dehors. Oui. Malema s'était retiré. Mais elle l'a poursuivi. Troisième, j'ai regardé la vidéo en intégralité. Elle l'a poursuivi pour le pousser dehors. Quatrième scène, deux femmes sont en train de se disputer une urne. Elle est venue se joindre à la bagarre. Ça fait trop. Alors, mon postulat est très clair. Le fait que certains députés veuillent porter un coup au processus électoral, je n'y adhère pas. Mais alors, pas du tout. En tout cas, pas de cette façon. Mais en même temps, je n'adhère pas justement à cette forme choisie par la députée Mariam Traoré pour d'après elle, contribuer à l'avancée du processus électoral, d'autant que les conséquences sont là, c'est justement cela qui a tout gâché. Alors, pourquoi est-ce que Mariam Traoré ne devrait pas faire ça? Je l'ai écrit. Première chose, il suffisait de lire les tests. Mais elle a lu les tests. Elle a lu les tests, il suffisait de lire. Elle a lu les tests, justement. J'ai la parole. Alors, ce qu'elle devrait faire, parce que regardez bien la vidéo, celle qui a la parole, ce n'est pas une enfant. Jusqu'à ce que Julius Malema arrive à son niveau, elle avait la possibilité d'interrompre la séance, elle ne l'a pas fait. Elle avait la possibilité d'appeler à la police interne, elle ne l'a pas fait. Donc l'interposition déjà pose un problème. Alors que le processus régalien au sein du Parlement pouvait régler le problème. Mariam Traoré n'a pas le pouvoir régalien de mettre des gens dehors. Alors on a bien compris. Non. Il avait développé, laissez-moi aussi développer. Deuxième chose, si elle avait lu, le problème que les députés d'Afrique australe portés par Malema posaient, il n'y avait même pas lieu de faire de la bagarre pour ça. D'autant que le protocole qui est supérieur à tout cela, n'avait même pas encore validé. Donc, c'était un geste inconséquent. On n'avait pas besoin de se bagarrer pour cela. Monsieur, excusez-moi, je veux l'avis des deux, s'il vous plaît. Et surtout, il y a un problème que personne n'a soulevé. Est-ce que finalement aussi, l'Afrique australe, par le biais du Zimbabwe, parce que l'Afrique du Sud, ayant le siège dans son pays, ne peut pas prétendre à la présidence, est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès parce que
pour l'instant, c'est le Zimbabwéen qui assure la présidence par intérim. Est-ce qu'ils n'ont pas fait exprès car celui-ci va rester... On n'a pas réagi. Fatim, nous, on n'a pas encore réagi. Mais qui va rester à la tête pour l'instant. Fatim, nous, on n'a pas encore réagi. Alors, je veux que... Nous, on n'a pas encore réagi. Il nous reste 5 minutes d'antenne. J'aimerais vraiment qu'un... Non, nous, on n'a pas encore réagi. Je voudrais dire, vous-même, vous constatez qu'André Sylvain Conan n'arrive pas à prouver que la députée Mariam Traoré a fait des problèmes en Afrique du Sud. D'abord, la preuve, c'était le chaos. Oui, laissez-moi. Vous avez parlé, moi je ne parlais pas. Vous avez parlé, moi je ne parlais pas. Vous avez dit la députée de Côte d'Ivoire. Quand elle est au Parlement panafricain, elle n'est plus députée de Côte d'Ivoire, elle est députée africaine. Et d'ailleurs... Elle est toujours députée ivoirienne. Non, au Parlement, elle devient députée panafricaine. Et donc, quand vous regardez les reportages en Afrique du Sud, elle a été célébrée. Malema est venue s'excuser. Oui. La dame que vous appelez présidente de Sian, Mme Kabila, c'est la sœur jumelle de l'ex-président congolais Kabila. Et le président Kabila, je vous donne l'info, parce que j'ai appelé au Congo, le président Kabila a appelé Mariam Traoré pour la féliciter. Lorsqu'elle quittait l'Afrique du Sud, Julius Malema est venu s'excuser auprès d'elle. Et ensuite, à l'aéroport, elle a été portée en triomphe. Toute l'Afrique, c'est pas elle qui a bagarré au Parlement panafricain, c'est le Sénégalais et la Sud-Africaine. Ne transformons pas les... Mais c'est vous qui avez essayé, de tromper l'opinion avec une histoire de souiller la Côte d'Ivoire. Parce que vous l'avez regardé à l'aune de ce qu'on avait tout dit dans ce pays. Et même ce problème, si on avait du temps, on pourrait l'expliquer. Parce que ce qui s'est passé, ce qu'elle a dit ici... Non, on peut l'expliquer. Non, on reste parce qu'on s'est renseigné, on a vu ce qui s'est passé. Allez-y, Félix Boni, on ne vous a pas entendu. Moi, ça dit que ça devient finalement, c'est plus Mariam Traoré, c'est André... C'était vraiment une affaire personnelle. Félix Boni a la parole. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de Julius Malema, j'entendais Aristide disait qu'il est coutumier du fait. Ça dit que quand quelqu'un... Si vous avez une réputation qui vous suit, on va vous traiter comme tel. C'est comme ça que moi, j'aborde la question des images que j'ai vues sur Mme Mariam Traoré. Et vous avez dit tantôt qu'elle n'est pas députée ivoirienne quand elle est au Parlement africain. Attention, M. Assalé Tiemoko est député de la nation ivoirienne. Mais si, comme un acte qui n'honore pas, vraiment, qui porte atteinte à son image, je suis sûr que les populations de Tiassélé l'attendront là-bas. Pour dire, voilà celui que nous avons voté, qu'on a mis là-bas, voilà comment il agit. Et peut-être même il sera sanctionné pour ça. Il fut un moment où un certain Niaou, entre griffes, intervenait ici et a Dieucoué ses populations, ses parents acclamaient là-bas, alors qu'il parlait comme un député de la nation. Donc moi, je considère que tous ceux qui nous représentent à un certain niveau sont des diplomates ivoiriens. Il y a la question de l'image. Si vous avez des précédents, il faudra que vous essayez. Il n'y a pas que Mme Mariam Traoré au Parlement panafricain. Au Parlement panafricain, il y a 7 représentants de la Côte d'Ivoire, dont 5 députés et 2 sénateurs. S'il y a un souci... Non, 3 députés et 2 sénateurs. Non, il y a chaque État membre a le droit à 5 représentants, dont une femme au minimum. 3 députés et 2 sénateurs. Autant pour moi. 3 députés et 2 sénateurs. Et quand un fait comme ça se reproduit, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes sur les réseaux sociaux. Voilà, Félix Boni, c'est quel fait? Elle a fait quoi? Laisse-moi terminer. C'est quel fait? Elle a fait quoi exactement? Il faut le dire. Je termine, on ne va pas aller... On n'a pas prouvé qu'elle a bagarré. Ceux même qui ont bagarré, on ne parle pas d'eux. Laissez-le finir. Moi, je m'en tiens à l'image, aux images que j'ai vues. Quelle image? Ça ne suffit pas. Quelle image? C'est-à-dire que... Donne-nous l'exemple d'une image. Attendez, Aristide Kenda, c'est moi qui pose la question. Je finis ma... Félix Boni, vous quoi? Vous nous dites que sur la base d'un passé récent, vous l'incriminez... En fait, on l'a jugé à l'aune de... Ça? Évidemment, je dis ceci. Oui, mais qu'est-ce qu'elle aujourd'hui, les réseaux sociaux... Qu'est-ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire? Les réseaux sociaux... Mais il faut dire, qu'est-ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire? Les réseaux sociaux... Mais cher président, ça fait 7 ans que... Lorsque vous posez un an, Aristide... Ça fait 7 ans, qu'est-ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire? J'ai la parole. Allez-y, Félix Boni. Qu'est-ce qu'elle fait en Côte d'Ivoire? Félix Boni. Attends, s'il vous plaît. Aujourd'hui, quand vous posez un acte, si vous appelez Aristide Kenda, on tape votre nom, Aristide Kenda, on retourne très Félix Boni, je vous pose la question autrement. Moi, j'ai vu d'autres images. Ça fait 7 ans que cette femme est au Parlement panafricain. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce qui s'est passé dans le Parlement national doit remettre en cause, en question... Je soutiens formellement sa place là-bas, la posture adoptée par Mme Mariam Traoré par rapport au texte, au respect de la démocratie qu'elle a voulu. Mais la forme n'y était pas. Et pour la forme, permettez que je décrive, que je déplore la forme. Et à la fin, Mme Mariam Traoré sortait
toujours en Afrique du Sud, avec une autre dame à côté, et j'entendais, voilà, honorable, c'est l'honorable Mariam Traoré. Oui, moi, non, c'est ici à l'aéroport. Ah, c'est à l'aéroport. Moi, je suis bon, attendez, revenons. Elle ne dit pas que elle ne parle plus. Je suis de la Côte d'Ivoire. C'est le nom de la Côte d'Ivoire. Monsieur, c'est bientôt la fin de l'émission. Je vous propose quand même de faire le bilan. Voici 17 ans que cette institution existe. Quel est le bilan de ces députés parlementaires? Certains ont dit, vraiment, sans ironie aucune, j'aimerais que vous y répondiez avec franchise, certains ont dit que ces députés se disputaient pour leurs privilèges et rien d'autre, puisqu'on ne sait pas ce qu'ils ont accompli en 17 années pour les populations africaines. Je pense qu'il y a une norme sur laquelle on doit tous être d'accord. Le Parlement est le siège de la démocratie. Quand un parlementaire, la vidéo dont Sylvain parle, nous tous on l'a regardée. Vous voyez, sur un laps de temps de 30 minutes, Julius Malema prend la parole 4 fois, pendant qu'on refuse la parole 3 fois aux francophones. La vidéo est là, elle le dit. Et un député malien est devant lui, il dit à 4 reprises au député malien, si on sort, je te tue. Il le dit à 4 reprises. Qu'est-ce qu'on devrait faire? On ne va pas refaire le procès de cette journée. Je demande, messieurs, quelle était la raison de ce combat? Est-ce vraiment pour la démocratie en Afrique ou est-ce pour des privilèges? Laissez-moi finir. Non, répondez à cette question. Il nous reste 3 minutes, s'il vous plaît. Répondez à la question. Il veut te tuer. C'est Traoré Mariam qui se lève pour aller chercher le député malien pour lui faire changer de place. Donc, tu veux dire, mais quand le Sénégalais veut prendre la parole, alors, il dit motion, laisse-moi finir. Il dit motion, quelqu'un a menacé un député de mort. On doit suspendre pour en parler. Le président ignore cette motion-là. Donc, dans tel contexte, il y a une chose. Ça te dit, messieurs, la violence, laissez-moi finir, la violence, sous quelque forme qu'elle s'exprime, c'est un échec. Merci. Mais c'est un échec inévitable. Et Mariam Traoré, elle a des problèmes. C'est pas souvent elle qui commence. Elle a des problèmes. Messieurs, est-ce que vous pouvez répondre aux questions qu'on vous pose? Je veux qu'on fasse le bilan pour clore cette émission. Quel est le bilan de cette institution après 17 années? Je la finis. Hop, l'interprète. Ça te dit, la violence... Vous êtes têtu, hein? Non, laisse-moi finir. Sous quelque forme que ça s'exprime est un échec. Messieurs, d'accord. Non, là, c'est un échec inévitable. Laisse-moi finir. Laissez-moi finir la pensée. On va couper l'antenne dans 30 secondes, donc permettez qu'on ait chacun un mot de conclusion. Monsieur Assalé Timoko, bon, je me retourne vers vous. Quel est le bilan de cette assemblée panafricaine? Est-ce un échec? Répondre aussi à Salé. Donc finalement, donnez-nous la parole. Est-ce un échec, Aristide Kenda? Non, pas un échec. Nous sommes dans un processus de construction démocratique parce que la création de l'Union africaine, c'était justement pour la promotion de la démocratie, les droits humains et le développement économique et social de la continent. Moi, je pense que ce Parlement, 17 ans après, n'a rien apporté encore à la démocratie en Afrique. Et ce Parlement a beaucoup à faire que de s'asseoir pour se bagarrer. Il faut voter des lois pour faire avancer la démocratie en Afrique. Messieurs, on arrête là. Vous avez suffisamment la parole l'un et l'autre. Alors, je vous coupe là sur le biais, je vous dis immédiatement. Non, messieurs, ça c'est de la combine. Non, c'est de l'autorité. Et j'assume. Allez, messieurs, merci de votre participation. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir tous accepté donc de venir sur ce plateau. Et on se retrouve ailleurs dans le monde. Voilà, si Dieu le veut, très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Ne la termine pas. Bonne suite des programmes sur RTI1. On va la terminer dans le...